Il y a 11 000 ans, sur une colline brûlée par le soleil dans le sud de la Turquie, quelque chose a surgi de la terre qui n'aurait jamais dû exister. D'imposants piliers de calcaternas, à pas de calcaire, dont certains pèsent jusqu'à 10 tonnes, sculptés avec une précision extraordinaire et disposés en vastes cercles cérémoniels. Pas d'outils en métal, pas d'écriture, aucune civilisation agricole derrière eux. Rien de ce que notre compréhension de l'histoire nous dicte n'aurait dû être présent à ce moment-là. C'était Göbekli Tepe, et lorsque les archéologues l'ont découvert, ils ne se sont pas contentés de mettre à jour leurs manuels scolaires. Ils les ont purement et simplement mis à la porte. Pendant des décennies, la question de savoir qui a réellement construit cet endroit a suscité de vifs débats, des théories extravagantes et de véritables controverses scientifiques. Puis l'ADN ancien est entré en scène. Et ce que cela a révélé sur les personnes derrière ces pierres, leurs origines, leur biologie, leur place dans le grand déroulement de l'histoire humaine, s'est avéré plus extraordinaire que tout ce que les mythes avaient jamais imaginé. Pour comprendre l'importance de Göbekli Tepe, il faut d'abord s'y tenir, au moins par l'imagination. Imaginez une colline du sud-est de la Turquie, non loin de la frontière syrienne. Des plaines arides et vallonnées s'étendant à perte de vue vers l'horizon. Imaginez maintenant d'énormes piliers de calcaire en forme de T s'élevant de la terre, certains atteignant près de 6 mètres de haut, chacun pesant plusieurs tonnes, disposés en vastes enceintes circulaires, avec 2 piliers encore plus grands, se dressant au centre de chaque anneau comme des gardiens silencieux. Ce ne sont pas des griffures grossières et désespérées dans la pierre. Ce sont des œuvres d'art délibérées et travaillées. Renards, vautours, scorpions, sangliers, serpents et gazelles étaient sculptés sur les surfaces avec une habileté et une patience qui impressionnent encore aujourd'hui les sculpteurs professionnels. Plusieurs piliers semblent avoir des bras et des mains. Certains portent ce qui ressemble à des pagnes sculptés. L'équipe pense qu'ils étaient censés représenter des figures humaines, d'énormes hommes sans visage figés dans la pierre, présidant à quelque chose que nous ne comprenons toujours pas pleinement. Considérons maintenant la chronologie, car c'est là que les choses deviennent vraiment difficiles à assimiler. Stonehenge a été construit il y a environ 5000 ans. Les grandes pyramides de Gizeh, il y a environ 4500 ans. Toutes deux sont à juste titre considérées comme faisant partie des réalisations les plus étonnantes de l'histoire de l'humanité. Göbekli Tepe précède tous deux de plusieurs milliers d'années. Ces couches les plus anciennes remontent à environ 11 000 ans, ce qui signifie qu'au moment où les Égyptiens posaient les premières pierres des pyramides, Göbekli Tepe était déjà un site antique. Pensez à tout ce que l'humanité a réussi à accomplir au cours des 4500 dernières années. La Grèce antique, l'Empire romain, la Renaissance, la Révolution industrielle, la bombe nucléaire, Internet. Maintenant, triplez cette durée et placez-vous au début. Voilà jusqu'où s'étendent ces piliers. Et voici la partie qui a révolutionné l'archéologie. À l'époque où ces pierres étaient érigées, aucun des éléments que nous associons aujourd'hui à la construction monumentale n'existait encore. Pas de culture domestiquée, pas de poterie, pas d'outils en métal, pas de transport sur roue, pas d'écriture, pas d'empire, pas d'État. Selon tous les critères conventionnels de ce que nous appelons civilisation, les personnes responsables de Göbekli Tepe n'étaient pas censées être capables de construire Göbekli Tepe. Lorsque l'archéologue allemand Klaus Schmidt a commencé à fouiller sérieusement le site dans les années 1990, il a presque immédiatement compris qu'il était face à quelque chose qui bouleversait les règles. Sous quelques centimètres de terre accumulés se trouvaient les sommets des grands piliers dressés. À mesure que son équipe creusait plus profondément, des anneaux de pierre sculptés apparaissaient, puis un autre anneau, puis un autre. Une étude géomagnétique menée en 2003 allait finalement révéler l'existence d'au moins 20 enclos enterrés distincts, disséminés sur la colline. Schmidt consacra le reste de sa vie professionnelle à ce seul site du sud-est de la Turquie, qu'il absorba complètement. Sa conclusion la plus provocatrice fut aussi la plus durable. Le temple, affirmait-il, précédait la ferme. La religion organisée, les rituels communautaires, la construction monumentale, tout cela n'est pas né des surplus agricoles comme on l'avait supposé. Ils sont arrivés en premier. L'impulsion de construire quelque chose de sacré a peut-être été la force qui a poussé les gens vers l'agriculture dès le départ. Cette idée a provoqué une onde de choc dans le monde archéologique et l'histoire ne faisait que commencer. Quand une découverte aussi ancienne et aussi impressionnante apparaît dans les archives archéologiques, l'imagination a tendance à prendre le dessus sur la science.
Et l'imagination, il s'avère, est remarquablement créative lorsqu'elle est confrontée à quelque chose qu'elle ne peut pas facilement expliquer. Les théories ont commencé à émerger presque aussitôt que Göbekli Tepe est devenu public. Pour certains, l'ampleur même du site était une preuve suffisante pour affirmer que les hommes ordinaires de l'Antiquité ne pouvaient en être responsables. Il a dû y avoir autre chose en jeu, quelque chose de plus grand. Et à partir de cette simple hypothèse, tout un écosystème d'explications alternatives a prospéré. Certains ont évoqué les Anunnaki, les dieux de l'ancienne mythologie sumérienne, réinterprétés par certains auteurs populaires comme des visiteurs extraterrestres qui ont disséminé dans la civilisation humaine primitive des connaissances et des technologies bien supérieures à ce que les hommes de l'âge de pierre auraient pu développer seuls. D'autres ont établi un lien entre le Sith et les veilleurs décrits dans le livre d'Enoch, un ordre déchu d'êtres célestes qui, selon le texte, enseignait à l'humanité des arts interdits. Un auteur est même allé jusqu'à relier directement Göbekli Tepe au jardin de Éden, ce qui constitue un saut créatif étant donné que la Genèse ne dit absolument rien sur Adam et Ève organisant une exploitation de carrières de calcaire à grande échelle. Il y a ensuite la théorie de la civilisation perdue, peut-être la plus persistante et la plus séduisante de toutes. Des auteurs comme Graham Hancock ont avancé l'hypothèse qu'une civilisation pré-holocène avancée, sophistiquée, technologiquement capable et aujourd'hui complètement disparue, était responsable de sites comme Göbekli Tepe. Selon cette théorie, un impact cométaire catastrophique survenu il y a environ 13 000 ans aurait déclenché un événement climatique qui aurait rayé cette civilisation de la surface de la Terre, ne laissant derrière lui que ses monuments comme témoignage fantomatique de son existence. C'est un récit captivant. C'est aussi, lorsqu'on examine attentivement les preuves, un récit à la recherche de faits, plutôt que l'inverse. Deux chercheurs affirment même que l'un des piliers de Göbekli Tepe fonctionne comme une carte astronomique enregistrant la date précise de cette catastrophe cosmique. Cette interprétation suppose que les bâtisseurs aient cartographié les mêmes constellations que celles que les anciens Grecs allaient développer 9000 ans plus tard, ce qui est, pour le dire gentiment, une hypothèse extraordinaire. De même, les théories concernant l'alignement astronomique du site et son lien possible avec le lever de Sirius sont certes intéressantes en tant qu'hypothèse, mais restent fermement ancrées dans le domaine de la spéculation éclairée plutôt que dans celui de l'archéologie établie. Ce que toutes ces théories ont en commun, sous leurs différences apparentes, c'est une seule hypothèse tacite, les habitants du Proche-Orient ancien. Les êtres humains qui ont réellement vécu, travaillé et sont morts dans cette région il y a 11 000 ans n'étaient tout simplement pas capables, pas assez intelligents, pas assez organisés, pas assez sophistiqués pour avoir accompli cela par eux-mêmes. Cette hypothèse trouve ses racines dans la pensée du XIXe siècle sur l'évolution culturelle et dans l'idée que la préhistoire était synonyme de primitivité, que les peuples sans écriture ni métal étaient essentiellement plus proches des animaux que de nous. C'est une vision profondément condescendante et elle est erronée. Toutes les théories marginales concernant Göbekli Tepe, aussi élaborées soient-elles, reposent en fin de compte sur ce même fondement fragile. Mais les données archéologiques, examinées honnêtement et dans leur intégralité, racontent une histoire musicale complètement différente. Et lorsque l'ADN ancien a finalement été ajouté à ces archives, il n'a pas révélé l'existence d'une civilisation cachée tapie dans le patrimoine génétique. Cela a révélé un élément que les théories du complot n'avaient jamais pris en compte. Avant même que l'ADN n'entre en jeu, le sol lui-même avait déjà commencé à se rebeller contre les explications les plus simplistes. Et ce qu'elle révélait était considérablement plus intéressant que ce que les théoriciens marginaux ou le consensus archéologique initial avaient laissé entendre. La théorie des chasseurs-cueilleurs de Klaus Schmitt a toujours eu un problème. Elle reposait sur une image particulière des habitants de Göbekli Tepe, les considérant comme des visiteurs saisonniers, des groupes nomades de passage, se rassemblant à des fins rituelles, puis se dispersant à nouveau dans le paysage. C'était une image saisissante. Cela ne correspondait tout simplement pas à la nature même du sol. Parmi les outils les plus courants retrouvés dans les différentes couches sédimentaires du site, on trouve des lames de fossiles. Non pas des dizaines, mais des dizaines de milliers.
La faucille est l'outil emblématique de la récolte des céréales, façonné et utilisé spécifiquement pour couper les tiges des cultures près du sol. Leur présence à cette échelle n'est pas fortuite. C'est un outil de diagnostic. Ce ne sont pas les outils de personnes complétant occasionnellement leur régime de chasse avec une poignée de graines sauvages. Ce sont les outils de personnes qui travaillent sérieusement, de manière répétée et systématique avec les céréales. À côté des lames de fossiles se trouvent des mortiers, des pilons et des meules, l'équipement de transformation des personnes travaillant avec des matières végétales en grande quantité. La chercheuse Laura Dietrich a mené une analyse détaillée de ces outils et a confirmé que beaucoup présentaient des traces d'utilisation spécifiquement sur des plantes de la famille qui comprend le blé. L'image qui se dégage des artefacts n'est pas celle de visiteurs rituels nomades. C'était une personne qui entretenait une relation de travail durable avec la terre qui l'entourait. Les ossements des animaux racontent une histoire parallèle. Des dizaines de milliers de restes de carcasses jonchent les dépôts du site, principalement des gazelles et des bovins sauvages, mais aussi un nombre important de moutons sauvages présentant les premiers signes d'une interaction gérée qui conduit finalement à une domestication complète. De grands festins, peut-être rituels, se déroulaient très certainement ici, à une échelle qui aurait nécessité une organisation logistique considérable pour être maintenue. L'architecture ajoute une couche de complexité supplémentaire. Les grands enclos circulaires étaient très probablement couverts plutôt qu'à ciel ouvert, ce qui rendait leurs intérieurs sombres, clos et délibérément empreints d'atmosphère. Les structures plus petites, aussi à l'intérieur de ce vaste complexe, ressemblent étrangement à des habitations permanentes, du genre de celles construites par des gens qui avaient l'intention de s'y installer plutôt que de simplement y passer. Des fouilles plus récentes ont depuis mis au jour des grains de céréales morphologiquement domestiqués sur le site même, renforçant considérablement cette hypothèse. Et puis, il y a le calendrier des travaux, qui raconte sa propre histoire étrange. Sur près de 800 ans d'activité de construction, la qualité des ouvrages a en réalité décliné. Les enclos les plus anciens renferment les ouvrages en pierre les plus impressionnants et les plus aboutis techniquement. Au fil des siècles, le savoir-faire s'est progressivement dégradé, jusqu'à ce que les constructions plus tardives paraissent presque rudimentaires en comparaison. Une vingtaine d'enclos enterrés distincts, construits les uns sur les autres ou autour des précédents, révélés par une étude géomagnétique en 2003, témoignent d'une communauté qui revenait à cet endroit de génération en génération. L'image qui se dégage de tout cela n'est pas celle de chasseurs-cueilleurs faisant une pause entre leurs migrations. Il s'agit d'une communauté profondément ancrée dans un paysage qu'elle travaille, gère et qui se trouve au seuil d'une des transitions les plus importantes de toute l'histoire de l'humanité. Le passage de la dépendance à la production alimentaire. L'archéologie l'avait établi, mais l'ADN allait bientôt révéler toute l'ampleur du problème. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, les morts ont gardé leurs secrets. Quelles que soient les histoires qu'ils portaient en eux, d'où ils venaient, qui étaient leurs ancêtres, la distance qu'ils avaient parcourue, tout cela a disparu avec eux dans la Terre. Puis, au cours des 2 dernières décennies, le ADN ancien a complètement changé la donne. Des scientifiques ont appris à extraire et à séquencer du matériel génétique provenant d'os vieux de plusieurs milliers d'années, de dents et de structures de l'oreille interne, où le matériel biologique survit le plus longtemps. Soudain, le passé se mit à parler une langue entièrement nouvelle. Non pas le langage des objets, des couches de sol et des types d'outils, mais le langage de la biologie elle-même. Et ce que cette langue a révélé sur les habitants de Göbekli Tepe et sur la région plus vaste de l'ancien Proche-Orient était extraordinaire. Des études génétiques menées sur des restes humains provenant de toute l'Anatolie, du Levant et des monts Zagros, cet arc de terre qui abrite le croissant fertile, ont révélé quelque chose que personne n'avait vraiment anticipé. Ces populations, vivant à proximité géographique les unes des autres, étaient génétiquement très différentes. Les agriculteurs anatoliens, le groupe le plus directement lié à la région de Göbekli Tepe, portaient une signature ancestrale spécifique, contrairement à leurs voisins de l'Est et du Sud. Il ne s'agissait pas d'une masse unique et interchangeable de populations préhistoriques se déplaçant uniformément sur un même territoire. Il s'agissait de communautés distinctes, dotées d'histoires profondes et séparées, qui se sont développées en grande partie en parallèle sur une même vaste région pendant des milliers d'années. Cela a une importance capitale pour la thèse de la civilisation perdue. Si une population fondatrice avancée avait déferlé sur cette région, enseignant à ses habitants l'extraction de la pierre, l'organisation du travail et la sculpture d'animaux avec une dextérité experte, nous nous attendrions à trouver son empreinte génétique inscrite dans l'ADN des populations qui lui ont succédé.
On s'attendrait à un signal, une ascendance anormale, une contribution génétique inexplicable d'une population qui n'avait pas sa place ici. Il n'y en a pas. L'ADN ne révèle aucun fondateur caché, aucune population fantôme, aucun afflux mystérieux d'ancêtres extérieurs coïncidant avec l'essor de Göbekli Tepe. Les bâtisseurs étaient les descendants de peuples qui vivaient dans cette région depuis des milliers d'années, avant même que le premier pilier ne soit érigé. La continuité est ininterrompue et sans ambiguïté. Quel que soit le savoir qui a permis de graver ces pierres, il ne venait pas de l'extérieur. Elle a poussé ici, s'est accumulée ici, s'est transmise de génération en génération par des gens dont les ossements reposaient déjà dans ce sol, bien avant que le premier enclos ne prenne forme. L'ADN confirme également le tableau économique complexe que l'archéologie avait déjà suggéré. Les schémas génétiques observés dans toute la région correspondent à ceux de populations en pleine transition vers l'agriculture. Non pas des agriculteurs devenus soudainement des agriculteurs, ni de purs cueilleurs, mais des communautés évoluant précisément selon le type de transition graduelle et générationnelle que les lames de fossiles, les meules et les ossements d'animaux gérés laissaient déjà présager. Les gènes enfouis dans le sol racontent la même histoire que les outils enfouis dans le sol. Ils le racontent simplement avec beaucoup plus de précision. Et puis, il y a ce que la génétique révèle sur ce qui s'est passé ensuite. Car l'histoire de ces gens ne s'est pas arrêtée au sommet de cette colline du sud-est de la Turquie. Cela ne s'est pas terminé lorsque le dernier enclos a été enterré et que les constructeurs sont partis. Il a voyagé, elle s'est propagée, elle est devenue d'une manière qui ne devient pleinement visible que maintenant, l'histoire d'une part importante de l'humanité vivante aujourd'hui. Mais cette partie de l'histoire mérite d'être soulignée. La lignée des agriculteurs anatoliens ne s'est pas sédentarisée. C'est peut-être là la chose la plus étonnante, et pourtant la plus discrète, que l'ADN a révélée. Non seulement qui étaient ces personnes, mais aussi où elles sont allées et ce qu'elles ont emporté avec elles en partant. Au cours des millénaires suivants, à mesure que l'agriculture se répandait vers l'ouest, les populations de cette région se déplaçaient avec elle, non pas sous la forme d'une migration unique et spectaculaire, mais sous la forme d'une lente expansion générationnelle. Des communautés qui s'installent progressivement sur de nouveaux territoires, apportant leurs semences, leurs animaux, leurs connaissances accumulées et leurs gènes. Lorsque ce mouvement eut atteint son apogée, la lignée des agriculteurs anatoliens était devenue l'une des principales sources ancestrales de la population européenne. Les Européens modernes tiennent une part importante de leur patrimoine génétique de cette source précise. Les peuples qui se rassemblaient à Göbekli Tepe, qui récoltaient à l'orge sauvage, élevaient des moutons sauvages et érigeaient d'imposants piliers de calcaire sans roue ni métal, comptent parmi les ancêtres d'une grande partie du monde actuel. Réfléchissez-y un instant. Les bâtisseurs de ces enceintes sculptées ne sont pas une simple note de bas de page dans l'histoire de l'humanité. Il ne s'agit pas d'un peuple mystérieux et disparu, coupé de nous par une distance de 11 000 ans. Au sens biologique le plus littéral, pour une part importante de l'humanité vivante actuellement, ils sont la famille. Quand on regarde ces piliers, ces renards, ces vautours et ces scorpions sculptés dans le calcaire par des mains patientes et expertes, on ne regarde pas forcément l'œuvre d'étrangers. Il se peut que vous ayez sous les yeux un objet fabriqué par des personnes dont les gènes circulent directement dans votre corps. La distance de 11 000 ans se réduit à quelque chose de beaucoup plus immédiat lorsqu'on la présente sous cet angle. Et cela rend la question de ce qui a poussé ces personnes à construire quelque chose d'aussi extraordinaire beaucoup plus personnel. L'ADN donne également un poids inattendu à l'idée qui a hanté Klaus Schmidt tout au long de sa carrière. Son affirmation la plus provocatrice, celle qui a provoqué un véritable séisme dans le monde archéologique, était que le temple était antérieur à la ferme. L'impulsion organisationnelle et spirituelle à l'origine de Göbekli Tepe est antérieure à la révolution agricole et non postérieure. Les preuves génétiques, mises en parallèle avec les données archéologiques, semblent indiquer qu'il avait raison. Les populations de cette région étaient déjà socialement complexes, coordonnant déjà de grands projets communautaires, construisant déjà des établissements permanents, gérant les animaux sauvages et récoltant des céréales avant même que la domestication ne soit pleinement établie. L'infrastructure sociale est venue en premier. L'agriculture a suivi. Cela inverse le récit que nous nous sommes longtemps raconté sur le développement de la civilisation. Le modèle standard fonctionne dans un seul sens. L'excédent alimentaire permet les loisirs permettent la réflexion permet la religion, l'art et la construction de monuments. Göbekli Tepe
Est maintenant l'ADN qui parle pour ces bâtisseurs suggère que la séquence inverse est tout aussi possible. Que cette soif de construire quelque chose de sacré, de partagé, de plus grand que n'importe quelle vie individuelle, soit elle-même un moteur de la civilisation plutôt que son produit. Klaus Schmidt est décédé d'une crise cardiaque en juillet 2014, sans jamais voir le poids total de la confirmation génétique venir étayer la théorie qu'il avait défendue pendant des décennies. Il y a quelque chose de vraiment touchant là-dedans. L'homme qui a consacré sa vie professionnelle à un sommet du sud-est de la Turquie avait raison sur l'essentiel. Il n'a tout simplement pas vécu assez longtemps pour voir la science le prouver. Mettons un terme définitif au débat sur la civilisation perdue, car il mérite mieux qu'un simple rejet. Elle mérite d'être démantelée à l'aide de preuves concrètes démontrant ce dont les populations de la fin du Pléistocène et du début de l'Holocène étaient réellement capables. Et ces preuves sont franchement stupéfiantes. Commencez par les outils. Les gens de cette époque ne se tentaient pas de taper des pierres l'une contre l'autre en espérant que ça suffise. Ils fabriquaient des outils complexes à plusieurs composants à partir de pierres, de os, de bois de cervidés et de bois, combinant différents matériaux avec un niveau de compréhension technique qui nécessitait des connaissances sophistiquées et accumulées pour être développées et transmises de génération en génération. Il ne s'agissait pas d'objets simples. Il s'agissait de solutions techniques à des problèmes spécifiques, perfectionnées au fil des siècles d'expérimentation. Alors, pensez à la chasse. Il s'agissait de personnes qui abattaient régulièrement des animaux bien plus grands et plus dangereux qu'elles. Bisons, aurochs, mammouths, laineux. Des créatures capables de tuer un être humain sans même le vouloir. Pour réussir à les chasser, il ne suffisait pas d'avoir du courage. Cela nécessitait une planification minutieuse, une stratégie de groupe coordonnée, une connaissance approfondie du comportement animal et le type de communication claire et complexe dont seul un esprit humain pleinement moderne est capable. On ne tue pas un mammouth par accident. Ensuite, il y a la navigation. C'est celle-ci qui a tendance à glacer le sang des gens lorsqu'ils l'entendent correctement. Les populations mésolithiques qui occupaient la grotte de Franchti en Grèce pêchaient régulièrement du thon en eau profonde et s'approvisionnaient en obsidienne sur l'île de Mélos. Ces deux choses nécessitaient de naviguer loin en haute Méditerranée, hors de vue des côtes, à bord d'embarcations capables d'affronter les conditions de la haute mer. Il ne s'agissait pas de personnes pagaillant prudemment le long des côtes. Et puis il y a les premiers humains à avoir atteint l'Australie et la Nouvelle-Guinée il y a plus de 40 000 ans, qui ont traversé des étendues d'eau libre de plus de 90 km pour y parvenir. 80 km d'océan ouvert, 40 000 ans avant que la première pierre de Göbekli Tepe ne soit érigée. Ce n'était pas des personnes qui avaient besoin d'aide extérieure pour accomplir des choses remarquables. Il s'agissait de personnes capables de résoudre des problèmes de manière exceptionnelle, opérant sans aucun des artifices institutionnels que nous associons à la sophistication et réalisant constamment des choses qui nous impressionnent encore aujourd'hui. L'ingénierie de Göbekli Tepe, aussi remarquable soit-elle, s'inscrit parfaitement dans cette tradition. Des parallèles ethnographiques du monde entier démontrent précisément comment des communautés dépourvues de technologies modernes déplacent et soulèvent d'énormes pierres. Les habitants de l'île de Nias, à Sumatra, déplaçaient régulièrement des blocs de pierre de taille comparables aux plus grands piliers de Göbekli Tepe grâce à un travail communautaire coordonné. Sur l'île de Pâques, des recherches ont finalement démontré que de petites équipes pouvaient déplacer les célèbres moaïs à travers le paysage en position verticale à l'aide de simples cordes, faisant ainsi avancer les statues, élégantes, simples, ne nécessitant aucune civilisation disparue pour l'expliquer, simplement des connaissances et de la coordination. Des estimations détaillées concernant les piliers de Göbekli Tepe confirment que le travail requis, même en tenant compte des déplacements en montée et du terrain accidenté, était tout à fait réalisable pour une communauté sédentaire de quelques centaines de personnes, avec une planification suffisante et un effort collectif soutenu. Il n'y a pas eu de miracle d'ingénierie ici. Il y avait un savoir accumulé, une organisation sociale et un effort humain déterminé. Et l'ADN confirme ce que toutes ces preuves laissaient déjà entendre. Des humains pleinement modernes. Les mêmes capacités cognitives, le même cerveau, les mêmes capacités d'imagination, de planification et de grandeur qui existent en chaque personne vivante aujourd'hui. Il a toujours été là. Il n'a jamais été nécessaire qu'il soit donné de l'extérieur. Göbekli Tepe est souvent décrit comme le plus ancien temple du monde. Mais cette description, aussi séduisante soit-elle, minimise ce que ce lieu représente réellement.
Ce n'est pas qu'un simple monument. C'est un seuil, l'instant figé dans la pierre où quelque chose de fondamental a basculé dans l'histoire de l'humanité. L'analyse ADN n'a révélé ni Dieu, ni extraterrestre, ni une race supérieure disparue se tenant derrière ces piliers. Cela a révélé des gens, des personnes spécifiques, traçables et entièrement humaines, dont l'histoire ne s'est pas arrêtée au sommet de cette colline, mais a voyagé vers l'ouest à travers des millénaires, se mêlant à l'ascendance d'une grande partie du monde vivant aujourd'hui. Avec seulement une fraction du site fouillé, Göbekli Tepe n'a presque certainement pas fini de réécrire l'histoire. Quoi qu'il soit encore enfoui sous cette colline calcaire, cela a été déposé là, par des gens qui n'avaient besoin d'aucune aide extérieure pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Ils contemplèrent le sommet d'une